Tu me fais mal paraître. Murmura-t-elle entre des dents serrées, souriant à la table comme si rien ne s'était passé. Son haleine sentait le chardonnay et la performance. Arrête d'être si distant. Souris davantage. Nous étions en plein dîner lors de la retraite d'entreprise de son couple. Un de ces week-ends de cohésion d'entreprise nauséabonds dans les montagnes du Vermont. Des gilets polaires de marque, des badges nominatifs assortis, des discours sur la synergie pendant que les conjoints restaient assis comme des accessoires. Clarissa excellait dans ces salles. Elle avait mémorisé les bios des femmes des membres du conseil, flirté juste assez avec les vice-présidents célibataires, et savait exactement quand passer de pétillante à stratégique. Elle était à 3 réunions d'être nommée vice-présidente des communications stratégiques, et elle portait l'ambition comme un parfum. J'ai souri, d'accord, mais pas à elle. Pas après ce commentaire. Pas après l'avoir vu se draper autour d'un homme de moitié ma taille, mais 2 fois plus affamé. Je me suis levé, j'ai glissé ma serviette sur l'assiette à pain et j'ai murmuré, je vais à la voiture. Elle n'a même pas remarqué. C'est ce qui piquait. Ou peut-être pas. Je suis resté assis derrière le volant pendant 1 heure, moteur éteint, sans musique, juste à regarder les étoiles se disperser au-dessus des arbres. Sa voix résonnait dans ma tête comme une interférence. Souris davantage. L'ironie, c'est que je le faisais avant qu'elle n'ait besoin que je sois un décor. Avant que je ne devienne une menace pour son image parce que je ne jouais pas assez bien la soumission. Elle n'avait jamais demandé ce que je faisais avant de la rencontrer. Pas vraiment. Elle savait que je consultais, savait que je voyageais, mais n'a jamais remis en question le point final de mon CV. N'a jamais demandé comment je pouvais payer notre maison en espèces, ou pourquoi de vieux hommes en costume sombre me serraient parfois la main des 2 leurs. Elle était trop occupée à élaborer sa propre narration, sa réussite. Je ne faisais que correspondre à l'image pendant un certain temps. Laissez-moi faire une pause ici et dire que si vous écoutez ceci et que vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Pas pour moi, mais parce que cette histoire devient bien plus compliquée, et ce n'est pas le genre que vous voudrez manquer. Quand je suis retourné au lodge, elle prenait des photos avec un groupe de cadres devant le feu de joie, vers levé, affichant ce sourire immaculé. Elle ne m'a pas vu passer. N'a pas remarqué que j'étais de retour. Mais un homme l'a fait, son PDG. Il m'a regardé, puis son téléphone. Son expression s'est tendue, mais il n'a rien dit. Nous avons dormi dans des moitiés de lit séparés cette nuit-là. Elle a essayé de faire la conversation sur la présentation aux actionnaires de lundi, sur la froideur du président ces derniers temps, sur le fait que quelqu'un au conseil pourrait chercher à bousculer les choses. J'ai écouté, hoché la tête, dit, tu as une grosse journée lundi. Tu devrais te reposer. Elle n'a même pas tressailli, elle a juste supposé que je bouda. Elle prévoyait probablement de régler ça avec un texto à midi et un baiser sur la joue. Elle ne comprenait pas que certains silences ne sont pas passifs, ils sont chirurgicaux. Le dimanche a été rempli de répétitions et de soins spa. Clarissa n'a jamais eu meilleure allure, confiante, concentrée, suffisante. Elle a pris un appel avec l'un de ses mentors depuis le patio, marchant de long en large en tenue de sport impeccable et avec des lunettes de soleil trop chères pour quelqu'un qui prétendait vivre modestement. Je l'ai observée depuis la fenêtre, la façon dont elle gesticulait, comme si le monde se pliait à ses doigts. Cela me passionnait autrefois. Maintenant, cela ne faisait que confirmer quelque chose que je soupçonnais depuis des mois. Elle ne jouait pas pour gagner le jeu. Elle pensait qu'elle était le jeu. Et lundi, eh bien, disons que ce n'était pas moi qui avais besoin de sourire. Elle est sortie de la salle de bain vêtue d'une de ces robes hors de prix que l'hôtel met dans les chambres pour vous faire sentir suffisamment choyé pour oublier que vous payez $700 par nuit pour être poliment insulté. Les cheveux encore humides, un verre de vin à la main, la voix douce comme si rien ne s'était passé. Désolé pour tout à l'heure. Dit-elle, s'installant dans le fauteuil comme si tout n'était que tension et sans intention. Tu sais comment ça se passe. Le stress. Les apparences. Tout le monde nous regarde. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Elle ne s'excusait pas. Elle simulait des excuses, m'offrant un pansement que je n'avais jamais demandé, espérant que je le poserais sur la blessure que son ambition avait creusée dans ce qui était autrefois un mariage. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste regardé la vapeur s'élever de son verre, s'enroulant comme la fumée d'un incendie de maison que personne ne veut admettre. Puis j'ai dit, tu as une grande journée lundi. Tu devrais te reposer. C'était tout. Une seule phrase.
Pas d'argument. Pas d'amertume. Juste le genre de calme qui dérange les gens plus que la rage ne pourrait jamais le faire. Le genre de silence qui sent la planification. Elle cligna des yeux, attendit, s'attendait probablement à plus. Peut-être même voulait-elle se battre, quelque chose qu'elle pourrait ensuite présenter comme un sabotage émotionnel lorsqu'elle raconterait l'histoire à ses amis. Mais je ne lui ai rien donné, et elle l'a pris, comme la plupart des gens, pour une défaite. Elle s'est dirigée vers le lit, a ajusté les oreillers décoratifs comme s'ils n'étaient pas tous remplis d'air et de marques. Je suis resté assis près de la fenêtre, faisant défiler un document sur mon téléphone. Pas qu'elle l'ait remarqué. Elle était trop occupée à vérifier son reflet dans l'écran de télévision éteint, comme si même en privé, le public pouvait encore regarder. Cette pièce, avec ses imprimés de montagne artistiquement arrangés et sa bougie en cèdre trop chère, est devenue une scène. Et sur cette scène, Clarissa jouait le rôle de l'épouse indulgente, une femme accablée par un mari fragile et introverti qui ne comprenait tout simplement pas la pression. Sauf que voici le rebondissement. Je comprenais. Trop bien. Je comprenais que la même femme qui m'avait sifflé en public pour que je souris davantage prétendait maintenant qu'elle n'avait pas essayé de me castrer devant ses collègues. Que la même femme qui m'apportait du café au lit programme maintenant l'affection entre deux réunions. Qu'entre la promotion et l'humilité performative, Clarissa avait cessé d'être ma femme pour devenir quelque chose de complètement différent, un avatar qu'elle utilise pour grimper. Et je n'étais qu'un autre accessoire en arrière-plan jusqu'à ce que je refuse de l'être. Elle s'est endormie tôt, rêvant probablement d'applaudissements au conseil d'administration et de titres qui commençaient par « première femme vice-présidente ». Elle n'avait aucune idée que les applaudissements seraient pour quelqu'un d'autre. Je suis resté éveillé, j'ai relu la résolution, j'ai vérifié le décompte des voix. Une abstention que je n'avais pas prise en compte a finalement basculé. Le timing était meilleur que prévu. À 2h13 du matin, une notification est apparue. Email confirmé. Ordre du jour révisé. La motion était bloquée pour la séance de lundi. Y était jointe une critique discrètement accablante de violations éthiques de la direction. Pas les siennes encore, mais les répercussions étaient déjà en mouvement, et elle s'était accrochée aux mauvaises personnes. De l'autre côté de la pièce, elle ronflait doucement, le visage enfoui dans le moelleux, inconsciente. Cette nuit-là ne s'est pas terminée par des cris ou des portes claquées. Elle s'est terminée par le calme, une expiration silencieuse avant la tempête. Et quand elle a tendu la main dans son sommeil, murmurant mon nom comme si elle savait encore qui j'étais, je n'ai pas bougé. Parce que je savais qui elle était maintenant, et je n'allais pas la sauver de cela. Le lundi matin était lumineux et cassant, l'une de ces fausses journées printanières de la Nouvelle-Angleterre où le ciel semble chaud, mais le vent vous glace les os. Clarissa s'est levée tôt, en fredonnant. Maquillage complet à 6h30. Un blazer bleu marine serré, des bijoux discrets, et ses talons en cuir verni qu'elle ne portait que pour les grands moments. Sa tenue de jour d'élévation. Je pense qu'aujourd'hui est le grand jour. Dit-elle devant son café du service en chambre, affichant ce sourire répété comme si j'étais la stagiaire qu'elle devait motiver. J'ai entendu dire que certains membres du conseil d'administration s'étaient rencontrés en privé vendredi. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une restructuration. Cela pourrait être ma chance. J'ai hoché la tête, mangeant mon yaourt en silence. Pas de sourire narquois. Pas de sarcasme. Juste à la regarder siroter son café et serrer l'illusion autour d'elle comme une armure. Elle n'avait pas remarqué que les 72 dernières heures avaient déjà fait exploser tout ce à quoi elle pensait se diriger. Nous avons roulé séparément. Elle a pris le SUV de l'entreprise avec son nom sur le badge. J'ai conduit la voiture dont elle ne parle jamais, la vieille Audi noire avec des plaques d'immatriculation anciennes et pas de Bluetooth. Elle l'appelait « ta voiture de papa ». Mais cette voiture m'avait emmené à toutes les réunions discrètes, à toutes les poignées de main confidentielles qui ont mené à ce moment. C'était ma salle de guerre sur roues. Les actionnaires se réunissaient dans la suite de conférences de l'étage supérieur de leur siège social. Murs de verre moderne, fontaine à eau filtrée, une odeur d'huile de lavande qui masquait à peine la sueur des gens jouant aux échecs avec la vie des autres. Clarissa est entrée comme une étoile montante. Tout le monde a souri. Elle a souri plus largement. Son PDG, Gregory Whittaker, la soixantaine, toujours en train de vérifier son téléphone, a levé les yeux, a hoché la tête et a continué à faire défiler. Quelque chose a changé quand l'alerte est tombée. Il a cligné des yeux, l'a relu. Puis sa mâchoire s'est serrée,
et il s'est levé sans s'excuser. Il n'a pas parlé. Il ne l'a pas regardé. Il est juste sorti de la pièce comme si l'air avait changé. Clarissa, inconsciente, a continué à discuter avec la directrice juridique d'une récente étude de cas sur la communication avec les parties prenantes. 5 minutes plus tard, j'ai revu Grégory. Il m'a trouvé dans le parking souterrain, debout à côté de mon Audi, la porte ouverte, faisant semblant de chercher mes clés. Je n'étais pas censé être sur le site de l'entreprise, techniquement, mais personne n'avait le courage de faire respecter ça. Pas après le vote. Grégory s'est approché prudemment, téléphone à la main, l'écran toujours allumé. Il ne m'a pas salué, il a juste tendu le téléphone et dit « Monsieur, est-ce que c'est à propos de vous ?» À l'écran se trouvait l'annonce officielle. Résolution du conseil d'administration adoptée. À effet immédiat, la supervision opérationnelle est transférée à la fiducie de parties prenantes 7C sous l'autorité exécutive provisoire. Un charabia juridique, mais le sous-texte était clair. Le pouvoir avait changé, et pas dans la direction que tout le monde avait prévu. J'ai hoché la tête une fois. À effet immédiat. Sa main est tombée. Elle n'avait aucune idée. Non, ai-je dit en montant dans la voiture. C'était tout le but. Il a dégluti difficilement. Sa posture avait complètement changé. Moins PDG, plus chef de service réalisant soudainement qu'il jouait dans le bac à sable de quelqu'un d'autre. Ils auront besoin de conseils. Ils en auront. Il a regardé vers le bâtiment comme si c'était déjà une scène de crime. Elle ne comprendra pas. Elle ne comprend jamais. Elle s'attend juste à gagner. Grégory a hésité, puis a murmuré, « C'est personnel. » J'ai démarré le moteur. C'est structurel. Et juste comme ça, la conversation a pris fin. À l'étage, Clarissa élaborait probablement sa stratégie pour le prochain trimestre, se positionnant comme la candidate idéale pour diriger un renouvellement de la culture. Pendant ce temps, la culture avait déjà quitté le bâtiment, emportée en silence par un homme qu'elle avait dit de sourire davantage. Clarissa aimait toujours dire qu'elle avait épousé un homme avec du mystère. Elle le disait avec un clin d'œil devant ses amis, comme si j'étais une boîte à énigmes inoffensive qu'elle gardait sur une étagère pour la décoration. Je la laissais penser cela. Je la laissais croire que j'étais juste un ex-consultant discret avec un compte épargne décent et l'habitude de ne pas interrompre ses monologues. Elle n'a jamais posé de questions sur mon oncle. Elle n'a jamais remis en question pourquoi je m'étais soudainement intéressé à son entreprise un an après notre mariage. Elle n'a jamais remarqué la façon dont je faisais une pause dès que quelqu'un mentionnait des noms d'actionnaires ou des changements de direction. Elle voyait mes silences comme une faiblesse, une déficience émotionnelle à tolérer, à plaindre ou à remodeler. Mais le silence, entre de bonnes mains, est une arme. 12%. C'est la part de son entreprise que je possédais avant même qu'elle ne la rejoigne. Pas directement, bien sûr. Cela aurait été compliqué. Mon oncle, Theodore Warding, était l'un des architectes originaux de leur infrastructure technologique de fond. À l'époque, il n'était encore qu'une petite entreprise SaaS opérant depuis des espaces de coworking loués et du café froid à volonté. Avant qu'il ne change de nom, avant les conférences TED, avant l'introduction en bourse. À sa mort, il m'a tout laissé. Y compris ses actions, sécurisées par une fiducie aveugle, superposées dans 3 holdings, gérées par un family office à Montréal. Le genre de structure qui vous garde invisible jusqu'à ce que vous décidiez de ne plus l'être. Le conseil d'administration ne savait pas qui j'étais au début. Cela a changé lentement au cours des 9 derniers mois. Un déjeuner ici, un appel discret là, un livre blanc circulé anonymement disséquant leur récente série de partenariats avec des fournisseurs et d'oubli de conformité. Ils pensaient que cela venait d'un groupe de surveillance. Ils ne réalisaient pas que cela venait d'un homme qui les observait de bien plus près qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Jeudi dernier, j'ai déposé la motion. Proposition de restructuration de la direction exécutive, cessation de 3 rôles, directeur financier, vice-président senior des opérations, et communications externes. Avec un examen immédiat par le Conseil des préoccupations relatives aux conflits d'intérêts et une refonte de l'éthique à rendre publique dans le trimestre. Le directeur financier avait falsifié des chiffres pour couvrir des accords de fournisseurs bâclés. Le vice-président senior des opérations avait transformé son équipe en une porte tournante d'accords de confidentialité brisés et de règlements à l'amiable. Les communications externes étaient la division préférée de Clarissa.
Mais son nom ne figurait pas sur la liste. Je n'avais pas besoin de la faire tomber en public. Pas encore. Pas directement. Le conseil a approuvé la motion tard dans la nuit de dimanche. Le lundi matin, il mettait déjà en place des équipes de transition, des séances de conseil exécutif et une déclaration de presse sur une responsabilité d'entreprise renouvelée. Le genre de langage qui semble visionnaire tout en saignant la pourriture du bois. Et puis est venue la réunion. Clarissa est entrée dans la salle de conférence, confiante, inconsciente. Grégory, le PDG, était revenu à son siège, le visage pâle, le téléphone éteint. Quand Clarissa est entrée, son club de fans habituel s'est tu. L'officier juridique a évité son regard. La RH avait l'air de vouloir ramper sous la table. Clarissa s'est éclairci la gorge. Qu'est-ce qu'il y a avec l'énergie ici? Pas de réponse. Puis le président s'est levé. Nous avons accepté une proposition soumise par un actionnaire important sous la fiducie 7C. Il est temps de discuter de la gouvernance. Clarissa a cligné des yeux. Qui est l'actionnaire? Les yeux du président ont balayé la pièce, puis se sont posés sur elle. Votre mari. On pouvait entendre le souffle quitter la pièce. Clarissa a ri. Ce rire nerveux et tendu qu'elle utilise quand elle est incertaine de qui croit encore sa version de la réalité. Très drôle. Mais personne n'a souri. Parce qu'à ce moment-là, la pièce a changé. Définitivement. Et le premier domino a commencé à tomber alors qu'elle était encore dans son ombre. Elle est arrivée en retard, de 3 minutes. Mais en temps de réunion, c'est une déclaration. Une entrée contrôlée. Ses talons résonnaient sur le sol poli comme si elle possédait la pièce. Comme si la promotion était déjà dans sa poche. Clarissa a toujours cru que le timing était primordial. Que arriver légèrement en retard donnait envie de votre présence aux gens. L'anticipation était une arme, disait-elle un jour, et elle l'utilisait comme un scalpel. Seulement cette fois, personne n'attendait d'applaudir. Son PDG, Grégory, a levé les yeux de la table et quelque chose dans sa posture s'est brisé. Il n'a pas souri. Il ne l'a même pas salué. Il l'a juste regardé comme un homme regarde quelque chose qu'il a déjà enterré dans son esprit. Froid. Distant. Comme si elle était l'écho d'une décision qu'il regrettait d'avoir prise. Clarissa a ralenti son pas, mais a gardé son masque. Désolé, les embouteillages. A-t-elle gazouillé? Les matins du Vermont, n'est-ce pas? Pas de réponse. La RH était déjà assise, flanquée des services juridiques. 2 membres du conseil, dont l'un qu'elle considérait comme un allié, regardaient leur bloc-notes comme si elle était entrée dans des funérailles et ne savait pas qui était dans le cercueil. Quelqu'un, peut-être l'officier de conformité junior, a murmuré à voix basse, juste assez fort pour faire des vagues. Attendez, reste-t-elle seulement? La bouche de Clarissa tressaillit. Une lueur de confusion derrière son rouge à lèvres parfait. Elle posa son sac à côté de sa chaise habituelle, essaya de forcer le rythme. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose a-t-il changé? La pièce resta silencieuse. L'air devint lourd. Le président, Robert Belair, un homme qui avait dit un jour à Clarissa qu'elle lui rappelait sa fille et le pensait à la fois comme un compliment et un avertissement, s'éclaircit la gorge et souleva un document de la table. Il ne la regarda pas quand il commença à lire. En raison de préoccupations croissantes concernant le risque de réputation et la structure de gouvernance interne de l'équipe de direction, le Conseil a voté pour mettre en œuvre un plan de leadership transitoire. À effet immédiat. 3 rôles seront suspendus en attendant un examen interne et un audit éthique. Clarissa se figea. Grégory n'avait toujours pas dit un mot. Elle cligna des yeux. Je suis désolé, suspendu? De quoi parlez-vous? Quel rôle? Le président continua, impassible. Comme listé, directeur financier, vice-président senior des opérations, et chef des communications externes. La pièce ne bougea pas. Clarissa ouvrit la bouche, puis s'arrêta. Elle regarda autour d'elle. Son nom n'était pas mentionné, mais c'était le pire. Elle n'était pas licenciée. Elle n'était même pas interpellée. Elle était exclue. Poussée dehors non pas avec du drame, mais avec de l'effacement. C'est mon département. Dit-elle avec précaution, essayant de paraître amusée, pas menacée. Ce n'est pas, je n'ai même pas été consultée.
Grégory parla enfin. Doucement. Tu n'étais pas censé l'être. Clarissa le fixa. Tu veux dire que tu es allé au conseil sans moi? Je fais partie de l'équipe de communication. Pourquoi diable n'ai-je pas été mise au courant? Pas de réponse. Les services juridiques firent glisser un dossier vers l'avant. Un signal non verbal. La RH ouvrit un ordinateur portable. La voix de Clarissa baissa. Attendez. C'est réel. Vous faites vraiment ça? Le président croisa les mains. Cela est en préparation depuis des semaines, Clarissa. Ce n'est pas personnel. C'est une procédure. Ce mot, procédure, la toucha plus profondément que tout autre. Car ce qu'il lui disait, ce n'était pas qu'elle avait échoué. C'était qu'elle n'était pas assez importante pour faire partie de l'échec. Que cela ne la concernait plus. Qu'elle était devenue un fardeau pour son propre scénario. Elle resta là, clignant des yeux comme si les lumières s'étaient tamisées autour d'elle. Pour une fois, elle n'avait pas de réplique. Pas de sauvetage intelligent. Pas d'applaudissements de secours. Juste une chaise froide. Une pièce silencieuse. Et un mari dont elle réalisa maintenant qu'il n'avait pas seulement souri aux mauvaises personnes. Il avait souri avec elle. Elle est rentrée chez elle à toute vitesse, comme si le bâtiment était en feu derrière elle. Les pneus crissaient dans les collines sinueuses à l'extérieur du complexe de retraite. Les appels Bluetooth restaient sans réponse les uns après les autres. D'abord à Grégory, puis au RH, puis à moi. Chaque fois directement sur la messagerie vocale. Au moment où elle est arrivée à l'allée, son blazer parfaitement repassé était froissé par la ceinture de sécurité. Et son téléphone était à 12%. Elle a composé le code du garage. Rien. Elle a réessayé. Plus lentement. Toujours rien. Elle a fixé la lumière rouge clignotante sur le panneau comme si elle se moquait d'elle. L'idée même que quelqu'un, qui que ce soit, ait pu modifier l'accès sans son avis lui était étrangère. Elle a composé un code de secours qu'elle avait insisté pour que je n'utilise jamais. La porte est restée fermée. Il lui a fallu une minute entière pour comprendre ce que cela signifiait. Elle a fait le tour par devant, ses talons crissant sur le gravier que nous avions refait l'été dernier. Sa clé fonctionnait, mais la serrure semblait raide. Pas utilisée. Comme si la porte d'entrée n'avait pas été ouverte depuis des semaines. À l'intérieur, la maison était silencieuse. Trop silencieuse. Pas silencieuse de la manière réconfortante et coûteuse qu'elle aimait. Silencieuse de la manière où quelqu'un a altéré l'air. Quelque chose de fondamental avait changé. Le thermostat était éteint. Les lumières de mouvement ne s'allumaient pas. Mais le plus grand changement l'attendait en haut de l'escalier. Son bureau, la deuxième chambre qu'elle avait convertie en son centre de commandement, rempli de carnets de créateurs et de moniteurs à double écran, était vide. Pas nu. Juste en boîte. 3 cartons alignés comme des cercueils pour un avenir qui n'a jamais eu lieu. Des étiquettes soignées dans une écriture carrée, inconnue. L'une marquée « Document ». L'autre marquée « Appareil ». Et une, étrangement, marquée « Souvenir ». Assise sur le plus petit carton, une seule feuille imprimée. Transférée à une autre adresse sur demande. Elle cligna des yeux. Posa son sac à main. Le reprit. L'éclairage était mauvais. L'odeur était mauvaise. La pièce semblait être une version d'elle-même laissée derrière par quelqu'un d'autre. Elle attrapa son téléphone et rappela. Moi, cette fois. Directement sur la messagerie vocale. Encore. Encore. Ses mains commencèrent à trembler. Pas de rage. Pas encore. Mais de quelque chose de bien plus dangereux pour elle. Le déplacement. Pour la première fois depuis des années, Clarissa n'avait pas le contrôle du récit. Elle ne menait pas. Elle n'était même pas sur la liste des acteurs. Puis on frappa. Court. Mécanique. 2 coups précis sur la porte. Elle se précipita en bas, tenant toujours la feuille dans une main. Un coursier en uniforme gris se tenait là, l'expression vide, tenant une enveloppe noire plate et une tablette numérique. Clarissa Meyer, demanda-t-il, jetant un coup d'œil à son écran. Oui. Qu'est-ce que c'est? Document pour accusé de réception immédiat. Signature requise. Il tendit la tablette.
Clarissa la fixa. De la part de qui? Il haussa les épaules. L'expéditeur est privé. Mais c'est vérifié. Elle signa. Lentement. Comme si cela importait. Il lui tendit l'enveloppe, hocha la tête, et redescendit les marches comme s'il n'avait pas simplement livré une charge nucléaire. Elle ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur, des documents juridiques. Propres. Immaculés. Déjà notariés. Changement d'accès à la propriété. Réaffectation des biens communs. Un avis indiquant que certains comptes joints avaient été clôturés ou migrés vers des comptes individuels. Un accord signé lui transférant la propriété restante. Moins le contenu du bureau. Maintenant légalement documenté comme matériel professionnel. Avec un reçu qui montrait qu'elle avait été informée des semaines auparavant, elle recula d'un pas. Il n'y avait pas de titre dramatique, pas de lettre acerbe, pas de manifeste, tu l'as fait toi-même, juste des coupes chirurgicales nettes. Le genre de rupture silencieuse que l'on ne voit jamais venir avant de saigner. Et cette maison, cet endroit où elle régnait autrefois en robe de soirée, un verre de vin à la main, répétant des discours ascenseurs devant le miroir, ce n'était plus chez elle. C'était juste un endroit avec son nom dessus. Et même cela commençait à ressembler à un mensonge. Clarissa n'a pas dormi. Elle est restée assise droite dans le salon formel toute la nuit, l'ordinateur portable brillant sur son visage comme un projecteur dont elle ne pouvait pas s'échapper. La même pièce qu'elle utilisait pour décorer avec des bougies saisonnières et des livres sélectionnés pour impressionner les invités, maintenant juste un silence stérile et un air vicié. Sa boîte de réception était le chaos. HRCC légal en boucle et audit. Son assistante avait disparu de tous les fils. Les invitations aux réunions avaient disparu de son calendrier une par une. À 4h07 du matin, elle a rédigé un long email à Grégory. Se positionnant comme une bâtisseuse de pont, quelqu'un qui pouvait aider à recadrer la situation. Elle a dit que la décision du conseil lui semblait abrupte et inhabituelle par rapport aux valeurs de l'entreprise. Elle l'a envoyé après l'avoir relu 3 fois, puis est restée accrochée à son téléphone pendant des heures, attendant ce précieux bip. Aucun n'est venu. Le lendemain matin, elle a préparé du café comme si la routine allait réparer la réalité. Elle a remis le même blazer. Les cheveux parfaits, mais quelque chose était brisé dans son rythme. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle a accroché ses boucles d'oreilles. Pas assez pour paniquer, juste assez pour se sentir exposée. À 9h42 du matin, un nouvel email est arrivé de la part des relations avec les investisseurs. Objet, demande urgente de clarification concernant les relations avec les fournisseurs. Il était adressé à Grégory, mais Clarissa était en copie carbone. Une note courte et froide de la part de 2 grands investisseurs institutionnels, des noms qu'elle utilisait comme des porte-bonheur lors des réunions. Ils voulaient des explications. Plus précisément, il faisait référence à des conflits d'intérêts apparents impliquant un fournisseur de marketing externe qui avait récemment reçu un contrat exceptionnellement favorable. Joint à l'email, des photos. Des photos de Clarissa dînant avec ce fournisseur à 3 occasions différentes. Le même homme, différents restaurants. L'une d'un bistrot sur un toit que Clarissa utilisait pour le réseautage occasionnel. L'une d'un bar à vin privé dans le quartier de Siport. L'une, la plus accablante de toutes, de la nuit précédant la finalisation du contrat avec le fournisseur. Ils étaient assis côte à côte dans une banquette. Sa main était en l'air, gesticulant de manière enjouée vers sa cravate. Chaque photo était horodatée. L'emplacement était identifié. Les métadonnées étaient intactes. Clarissa les fixa comme s'ils étaient générés par l'IA. Une calomnie, un deepfake, mais elle savait mieux. Elle se souvenait de cette cravate. Elle l'avait commentée, l'avait qualifiée de « audacieuse pour un mardi ». Elle n'y avait pas pensé à 2 fois. Maintenant, cela ressemblait à de la collusion. 2 minutes plus tard, Grégory a transféré l'email des investisseurs à l'équipe de conformité interne. Pas de notes, pas de commentaires, juste les pièces jointes. Et en dessous, un bref CC à Clarissa, transféré sur demande. La conformité fera le suivi. Elle a répondu rapidement, trop rapidement. Je n'étais pas consciente que ces dîners seraient mal interprétés. J'ai toujours maintenu des limites professionnelles. Personne n'a répondu. Au lieu de cela, un deuxième message est arrivé de la conformité.
Veuillez fournir une déclaration écrite détaillant la nature de votre relation avec Monsieur H, y compris toute association personnelle ou financière, les cadeaux échangés ou les communications non divulguées dans les 48 heures. Pas de chaleur, pas de déférence. Elle était traitée comme n'importe quel autre suspect. Clarissa resta figée. Ses mains, parfaitement manucurées, planaient au-dessus des touches. Le curseur clignotait, la narguant. Elle cliqua à nouveau sur les photos, zoomant. Son sourire semblait trop sincère. Ce n'était pas une crise qu'elle pouvait résoudre par la parole. C'était une corde qui se serrait autour d'une version d'elle-même qu'elle ne contrôlait plus. Aucune conférence de presse ne pourrait arranger cela. Aucun collègue ne la couvrirait. Pas d'assistant pour amortir les retombées. Et quelque part, elle le savait, si ses investisseurs avaient les photos, d'autres aussi. Sa réputation ne glissait pas seulement, elle était archivée. La notification officielle est arrivée à 15h11. Une pièce jointe PDF stérile provenant d'une adresse RH qui ne figurait plus dans l'annuaire. Objet, cessation d'emploi, Clarissa Meyer. Pas d'appel, pas de réunion, pas de médiation. Juste un document prêt à être signé et un horodatage froid. Le corps de la lettre était une leçon magistrale de distanciation juridique. Pas d'émotion, pas de langage qui pourrait être interprété comme un levier. Juste la phrase qui la brisa, votre emploi est par la présente résilié pour violation de la clause d'éthique 4B, à effet immédiat. Clarissa la regarda avec incrédulité. Clause d'éthique? Violation? Elle était l'auteur de la formation éthique. Elle avait rédigé la politique de conformité qu'ils utilisaient maintenant comme une lame. Elle ne pleura pas, pas encore. Au lieu de cela, elle fit ce qu'elle faisait toujours lorsqu'elle était menacée. Elle déclencha un feu d'artifice contrôlé. Réponse urgente à la résiliation. A. HR Board Gregory, Whittaker CC Légal 2. Clarissa Meyer Vous détruisez ma carrière. C'est punitif et totalement disproportionné. J'ai servi cette entreprise pendant 7 ans avec distinction. Cette décision semble être une mesure de rétorsion et manque de procédure équitable. Je demande une clarification immédiate et l'accès à toutes les preuves utilisées pour appuyer cette action. Elle cliqua sur « Envoyer », puis attendit. 5 minutes, 10, 30. Aucune réponse, pas même un message d'erreur. C'était comme si elle n'existait plus dans le système. Elle ouvrit Slack. Tous les canaux avaient disparu. Ses identifiants de connexion révoqués. Son calendrier professionnel effacé. Sa carte de crédit d'entreprise avait déjà été désactivée. Elle l'avait découvert en essayant de commander son déjeuner sur DoorDash. Clarissa se précipita dans la cuisine, marmonnant. « Tu veux la guerre ? Bien, allons-y », elle attrapa son téléphone pour appeler Gregory directement. Directement sur la messagerie vocale. Elle essaya les services juridiques. Idem. Puis les RH. Puis, enfin, son dernier espoir, Chloé, son assistante. Loyale, discrète, toujours 2 pas en avant. L'appel sonna une fois et mourut. Elle passa à l'email. Objet, urgent, où es-tu? A. Chloé Hart 2. Clarissa Meyer Chloé, j'ai besoin que tu m'appelles immédiatement. Je ne comprends pas ce qui se passe. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas été entraînée dans cette folie. Elle s'assit au bord du comptoir, fixant l'écran comme s'il lui devait des réponses. Finalement, un bip. 2. Chloé Hart Objet, urgent, où es-tu? Je suis désolé, Clarissa. J'ai été réaffecté. Je ne suis pas autorisé à en parler davantage. J'espère que tu vas bien. C'était tout. Sa gorge se serra. Chloé, la seule personne qui connaissait ses mots de passe, son emploi du temps, ses humeurs, qui lui apportait des shots de gingembre pendant la saison de la grippe, qui avait une fois caché une crise de panique derrière un problème de calendrier pour que Clarissa ne rate pas un pitch client. Disparue. Et avec elle, la dernière couche d'isolation entre Clarissa et le vide qui l'entourait désormais. Elle rafraîchissait sa boîte de réception de manière obsessive. Rien. Elle essaya de se connecter au système de rapport vacant. Accès refusé. Elle essaya l'application compagnon de son badge de sécurité.
identifiants invalides. Elle n'était pas suspendue. Elle n'était pas en congé. Elle était effacée. Clarissa s'enfonça sur le sol, le dos appuyé contre le lave-vaisselle. L'enveloppe juridique du coursier était toujours non ouverte sur le comptoir. Elle ne l'avait pas touchée depuis la nuit dernière. Maintenant, enfin, elle la regarda. Le seau était intact. Le silence autour d'elle était total. Et quelque part, à des kilomètres de là, je lisais mon propre email. Confirmation juridique que tous les comptes partagés avaient été divisés avec succès et que toutes les protections contre les risques étaient finalisées. Clarissa avait un jour plaisanté en disant que sa sortie serait grandiose, dramatique, suivie de 100 offres en une semaine. Au lieu de cela, elle était silencieuse, chirurgicale et complètement non négociable. Elle a choisi un cabinet d'avocats à Back Bay. Terrain neutre, a-t-elle dit. Classieux, vitré, impersonnel. Le genre d'endroit avec de l'eau de concombre dans le hall et de l'art abstrait qui dit « Nous nous soucions, mais pas trop ». Elle m'a envoyé une invitation de calendrier intitulée « Conversation de clôture ». Pas d'avocat présent, juste nous, a-t-elle insisté. Je suis arrivé 5 minutes en avance. J'ai porté du gris, n'ai apporté qu'un mince dossier manille et un stylo noir. Clarissa était déjà là, arpentant le couloir comme quelqu'un attendant des résultats d'examen. Pas une réunion qu'elle avait demandée. Ses talons claquaient un code morse anxieux. Elle n'avait pas dormi. Son mascara la trahissait déjà. Elle s'est retournée quand elle m'a vu et a esquissé un faible sourire. Merci d'être venu. J'ai hoché la tête, me suis assis en face d'elle dans la salle de conférence. Elle ne s'est pas donné la peine de faire la conversation, elle s'est juste lancée. J'ai fait des erreurs. D'accord, je sais ça, mais ce n'est pas comme ça que nous finissons. Nous avons construit trop de choses. Toi, sa voix se brisa, tu as toujours été celui qui maintenait les choses stables. J'ai perdu de vue. J'ai perdu la vue d'ensemble. Elle a essayé d'adoucir son ton. Mais je suis toujours moi. Nous pouvons arranger ça, ensemble. La même femme qui avait autrefois affiché un sourire narquois pendant mon silence à cette retraite, qui avait ri avec les membres du conseil pendant que je me tenais seul près des hors-d'œuvre, était maintenant assise en face de moi, suppliant de comprendre. Je n'ai rien dit au début, j'ai juste ouvert le dossier et glissé l'enveloppe sur la table. Elle a baissé les yeux, confuse. Qu'est-ce que c'est? Je me suis penché en arrière. La clôture que tu as demandée. Elle l'ouvrit. Première page, séparation d'actifs finalisée. La maison, entièrement à elle. L'appartement à décès vendu. Les comptes conjoints répartis en pourcentage de contribution avec la responsabilité fiscale précalculée. Les placements de retraite déliés et transférés. Même les points de voyage, qu'elle thésaurisait autrefois comme de l'or, avaient été réaffectés. Deuxième page, inventaire des biens. Les cartons de son bureau à domicile maintenant légalement transférés. Les œuvres d'art divisées par provenance. La collection de vins anciens déjà vendus par un courtier, les bénéfices distribués. Troisième page, investissement partagé. Le portefeuille dont elle savait à peine l'existence. Celui que j'ai géré pendant une décennie. Celui qui a discrètement surpassé tous les 401 cas que ses conseillers recommandaient. Ce portefeuille avait été vendu il y a 2 semaines, liquidé, les fonds redistribués, la trace écrite propre. Elle feuilletait plus vite maintenant, les yeux balayants, la respiration superficielle. Attendez. Attendez, c'est tout signé. Oui. Sa voix baissa. Mais je n'ai pas accepté ça. Tu l'as fait. Il y a 8 mois. Clause 4C de la fiducie matrimoniale. Tu l'as signé quand tu as insisté pour que j'automatise les parties ennuyeuses. Elle me donnait l'autorité d'initier des transferts d'actifs en cas de séparation prolongée ou de préjudice à la réputation. Elle arrêta de feuilleter. Sa main trembla. Tu planifiais ça. Je me préparais. La pièce devint silencieuse. Elle repoussa l'enveloppe comme si elle brûlait. Tu fais vraiment ça? Je l'ai déjà fait. Clarissa fixa le mur pendant un long moment. Son visage se brisa un peu. Puis elle rit, court, amère. Tu es vraiment froid. Je n'ai pas répondu parce que je n'étais pas en colère. Je n'étais pas vindicatif. J'en avais fini. Elle se pencha en avant, désespérée.
Tu me hais tant que ça? Je la regardais. Pas avec rage. Pas même de tristesse. Juste la finalité. Je ne te hais pas. Je ne crois juste plus à cette version de nous. Et sur ce, je me suis levé, j'ai boutonné ma veste, et je l'ai laissée assise dans cette boîte de verre élégante, entourée d'œuvres d'art qu'elle ne pouvait pas nommer, de contrats qu'elle n'avait pas lus, et d'une vie qui ne m'incluait plus. Clarissa était assise sur le porche arrière de sa sœur, les jambes repliées sous elle comme une enfant, sirotant un café réchauffé dans une tasse sur laquelle était écrit « Tante numéro 1 ». Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis des jours. Ses cheveux, autrefois parfaits même en cas d'humidité, étaient noués en un chignon lâche. Pas de maquillage. Pas d'appel téléphonique. Pas de gros titres. Pas de stratégie. Juste un vide où sa vie se trouvait auparavant. Sa sœur marchait sur la pointe des pieds autour d'elle comme si elle était du verre fragile, offrant sa sympathie d'une voix douce, demandant si elle voulait en parler, ce à quoi Clarissa répondait par le genre de silence qui faisait même reculer un membre de la famille. Puis le téléphone a vibré. Elle baissa les yeux, s'attendant à une autre notification automatique ou à une mise à jour inutile d'un compte auquel elle n'avait plus accès. Mais ce n'était pas ça. Gregory Whittaker. Son pouce hésita. Puis elle appuya sur « Accepter ». Ses mains devinrent soudainement moites. Sa voix était plus calme qu'elle ne s'en souvenait, mesurée, presque respectueuse. Clarissa. Elle ne parla pas. Il y eut une pause sur la ligne, comme s'il se préparait à dire quelque chose. Je ne savais pas que tu étais marié à lui. Elle ne dit toujours rien. Que dire? Grégory expira lentement. Le conseil ils ne m'ont jamais dit. Les dossiers de la fiducie étaient scellés. Je n'ai pas fait le lien avant que le vote final n'arrive. Clarissa déglutit, la gorge sèche. Les arbres bruissaient derrière elle. Leur mouvement plus doux que les mots qu'elle entendait. Une autre pause. Puis le coup final. Le communiqué de presse sort dans 30 minutes. Il prend la présidence intérimaire du conseil. Elle ferma les yeux. Le téléphone lui échappa des mains et tomba sur le bois du porche avec un bruit sourd et vide. De l'autre côté de la ville, j'étais dans mon bureau. La lumière du soleil filtrait à travers les stores en de calmes barres d'or. J'avais déjà lu le brouillon du communiqué, approuvé le libellé. Le conseil était aligné. Les dépôts étaient prêts. Mon téléphone sonna. Le service juridique pile à l'heure. Prêt pour votre signature, monsieur. J'ai regardé par la fenêtre pendant un long moment. Clarissa avait dit un jour que je manquais d'ambition, que je me contentais d'être proche du pouvoir, mais sans jamais le détenir. Que je ne forçais pas assez. Que je ne voulais pas assez. Elle avait tort. Je voulais juste des choses différentes. J'ai pris le stylo, j'ai signé là où il m'avait dit. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Non par vengeance. Ni même par satisfaction. Mais parce que j'avais enfin, pleinement, quitté l'arrière-plan pour me retrouver au centre de la structure qu'elle pensait contrôler.